Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Dialogue. Je suis avec mon ami Étienne Elie. Étienne a un parcours hallucinant. Il a fait son PhD à Montréal, il a été travaillé chez Intel. En ce moment, il travaille avec le Fonds monétaire international, US Air Force. Il fait plein de trucs, puis il y a une manière de travailler avec l'IA qui est bien à lui. Vous allez voir son côté intellectuel PhD dans nos échanges, et puis on ramène ça d'un point de vue pragmatique. D'après moi, vous allez vraiment aimer cet épisode. Allez, on y va. C'est l'heure d'ouvrir grand les esprits dans ce jeu d'idées où tout s'allie. Les mots s'envolent en un tourbillon. Bienvenue sur Dialogue, attention. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 15e épisode de Dialogue. Aujourd'hui, je suis avec un génie et un ami, Étienne Elie. Étienne a étudié à Polytechnique à Montréal, il a fait son PhD, il va l'expliquer en détail parce que je vais être sûr de bien le présenter. Il a été pendant des années ingénieur chez Intel. Les choses qu'il m'a appris sur les processeurs, c'était hallucinant. Et on a fait un mandat ensemble il y a 2 ans sur lequel on est devenus amis. Puis depuis ce temps-là, on se parle souvent. Étienne, bienvenue sur Dialogue. Merci beaucoup, David. Merci de m'avoir et je suis content de te retrouver sur Dialogue. Bon, cool. Écoute, là, habituellement, là, tu sais, t'es vraiment un gars plus intelligent. Tu sais, t'es dans une classe à part. Là. Donc là, ma job, ça va être de t'aider à vulgariser, que les gens comprennent bien, parce que ce que tu as fait dans ta carrière, c'est assez hallucinant. Est-ce que tu voudrais l'expliquer à notre auditoire, s'il te plaît? Merci, David. C'est une belle question et des fois, c'est difficile de se décrire. Euh, on se voit mieux au travers les yeux des autres que de ses propres yeux. Mais concrètement, j'ai fait mes études à Montréal. J'ai fait un doctorat en informatique et puis en computational optimization, comme on l'appelle, donc, l'optimisation computationnelle. Et j'avais commencé à travailler à Montréal. Et puis, il y a Intel qui est venu me chercher parce que ma thèse était sur l'architecture des ordinateurs avancés. J'avais innové sur une méthode de pouvoir déplacer les données de manière efficace sur les processeurs à l'intérieur des modules des processeurs. Donc, naturellement, c'était Intel qui était au sommet de ce jeu-là en Californie. Donc, ça fait 12 ans, 13 ans déjà que je suis en Californie. J'ai travaillé pour Intel pendant 11 ans et 4 mois. Et puis là, je suis en mon compte dans la Silicon Valley. Je travaille sur les mêmes projets, mais pour plusieurs autres clients comme NVIDIA, UCLA et puis le Fonds monétaire international. Cool. Puis là, rassure-moi une chose, quand tu as eu ton offre d'emploi d'Intel, tu n'as pas eu à choisir entre Intel et NVIDIA. Tu avais juste Intel, right? Ouais, ouais, c'est vrai. Ça, c'est un bon point que tu es en train de faire, David, parce que quand j'ai eu l'offre d'emploi, il y avait pas... Nvidia était tout petit. Tout petit à Ah côté ouais. de Ah Intel. ouais. Et Ah. puis, c'était naturel d'aller chez Intel dans ce temps-là. Ouais. Ben oui, of course, of Ouais. course. Puis nous, on s'est rencontrés, il y a 2 ans, on avait une formation d'Henry, puis ensuite, il y avait un projet qu'on avait fait pour Hermie. Fait que dans le fond, c'était, comment ça s'appelle déjà? City C'est Team. City Team. City Puis dans Team. le fond, il y avait un problème, c'est qu'ils recevaient des camions d'items Ouais. différents. Ouais. Puis là, Hermie, c'est un ami, puis j'ai dit, ben, on pourrait le faire avec l'AI, tu sais, il y a 2 ans, là. Ouais. Puis l'idée, c'est qu'il prenait une photo des items, ça reconnaissait l'item, puis Ouais. là, ça réglait toute la paperasse qu'il y avait à faire. Ouais. Puis moi, j'avais fait un prototype avec du tape là, qui tenait, puis après ça, toi, tu as pris la balle, tu as fait une belle solution, puis depuis, ça roule encore, je crois, hein, à ma Ouais, connaissance. ça roule. J'ai eu un courriel de Jill ce matin. D'ailleurs, Jill, c'est leur CFO, qui Ouais. était tout contente puis dit ben ils ont jamais eu de problème à date. Ça fait plus d'1 an qu'ils l'utilisent. Nice. Puis quand on avait fait ça, là, comme tu sais, reconnaître une image, aller sur le web, aller chercher les prix, la valeur du marché, Ouais, mettre ça dans le document, c'était fou. Bon, ouais, écoute, là, je ne sais pas par où commencer. Là, tu t'en viens à Montréal bientôt. Habituellement, tu es toujours en Californie. ouais. Puis d'ailleurs, en fait, c'est quoi? J'aurais envie qu'on parle de ce que tu as appris à Montréal qui était ensuite utile chez Intel. Puis tu sais, Intel, tu me racontais vous aviez des avions privés comme un autobus qui vous emmenait à la compagnie. C'est hallucinant. Ouais. Mais parle-moi, là, tout,
la magie des processeurs, de l'optimisation du calcul, comment un processeur, c'est comme une ville. Puis explique-moi tout ça, puis tout l'aspect que maintenant tu fais sur l'optimisation des données. Parce qu'à toutes les fois que je parle avec toi, Étienne, on finit tout le temps dans l'optimisation des données. Fait que vas-y, the floor is yours. Explique-le-moi comme si tu me l'avais jamais expliqué, puis moi, je t'arrête pour te poser des questions. OK. Ben, tu sais, les processeurs, c'est extraordinaire, hein. C'est un outil extraordinaire. Aujourd'hui, on peut se parler parce qu'on a créé des processeurs. Ça a commencé avec Mhm. les transistors. Et puis, bon, il y a l'histoire de la Silicon Valley que j'aime bien raconter. Tu le sais, quand tous les autres pays veulent créer leur Silicon Valley, ça marche jamais. Pourquoi? Mhm. Parce que c'est un accident de l'histoire, la Silicon Valley. La Silicon Valley est née avec un professeur de MIT que sa mère était malade. Donc, il est venu dans la Bay Area, qui était vraiment des champs d'amandes et de ce qu'on appelle orchard tree farm. Il y avait, c'est des fruitiers qu'il y avait ici, en fait. Et puis lui, il a commencé, pour se rapprocher de sa mère, il a commencé son labo ici. Il a fait venir ses étudiants, les bons étudiants. Et puis, de coq à l'âne, ils se sont retrouvés avec Fairchild Semiconductor. À l'époque, la technologie se passait à New York. OK, c'était Wow. ouais, la Silicon Valley n'était pas sur la map, là. C'était New York, tout se passait là-bas, là. Et puis, bon, William a commencé à faire venir ses étudiants. Ils ont commencé à travailler sur des projets et ils ont inventé le transistor. Pendant que lui, il inventait le transistor, il y avait aussi Texas Instruments qui a inventé le transistor. Et c'est à partir de ce moment-là que la Silicon Valley est née. Et même le mot Silicon Valley, ça vient de silicon qui est la matière première qu'on utilise pour les Ouais. transistors. Donc, ça a donné les générations bon, le processeur aussi est né par hasard, hein. À la base, Intel était dans la création des mémoires. Donc, ce qu'on faisait, c'est que, tu sais, j'ai enseigné à l'Université de Montréal. Puis là, j'enseigne à UCLA, j'enseigne les mêmes sujets, là. Puis là, je dis souvent aux gens que si on avait une mémoire tellement grosse, là, on pouvait précalculer toutes les fonctions au monde, mettre ça dans la mémoire, et puis à chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose, on donnait juste l'adresse de cet élément, et puis on va chercher le résultat. Donc à la base, c'était ce qu'Intel faisait. Ils avaient créé des mémoires, et puis les mémoires pouvaient contenir toutes les informations dont le système avait besoin, précalculées, préprogrammées. Du coup, quand tu as besoin de l'information, tu envoies l'adresse pour sortir le résultat de l'information dont tu as besoin. Mais là, il y avait un chercheur qui était venu de l'Italie pour travailler pour Intel. Et c'est lui qui s'est dit, mais en faisant ça, la mémoire commençait à grossir, mais on n'a pas assez d'espace. Est-ce qu'on peut trouver des moyens de pouvoir calculer l'information? Et donc, c'est en cherchant la façon de calculer l'information, plutôt que de le préenregistrer, il faut le calculer. C'est là où le processeur est né, en fait, le x86. Donc, Intel a commencé avec le 4004, et puis ainsi de suite. Et puis, il y a eu l'explosion là, des processeurs avec le 386 et ainsi de suite. Ouais. Là, on est arrivé au niveau des Xeon. 486, qui était fait à Bromont d'ailleurs. Exactement. Donc, là, Ouais. ben, les choses ont commencé, puis c'est allé très vite. Et puis là, ben, quand les processeurs devenaient matures, il fallait créer des logiciels pour aller avec et ainsi de suite. Et puis là, on s'est retrouvé avec des entreprises comme Microsoft. On s'est retrouvé avec d'autres entreprises, Apple qui est né, qui a fait des belles choses au départ. Et puis, il y a eu le graphique qui est né aussi pour pouvoir traiter l'image parce que il fallait afficher les informations maintenant à l'écran, donc il fallait trouver comment afficher les informations de manière claire et nette. Donc, de coq à l'âne, là, c'est de manière très organique, les choses naissaient, les entreprises naissaient. Là, on se retrouvait plein de données. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Puis là, ben, il faut les organiser. Donc, Google est né. Et puis, bon, là, comme on a la capacité de pouvoir bouger les informations rapidement, il y a Facebook qui est né pour pouvoir connecter du monde, les réseaux sociaux. Et là, ben, on arrive avec plein de données.
Puis on s'est dit, mais ça fait il y avait une vieille affaire là qui traînait dans nos placards qu'on appelle l'intelligence artificielle. Là, on a plein de données là. Est-ce qu'on peut tu fais du machine learning? Et puis là, on est rendu ici aujourd'hui avec l'IA et tout ça. Donc c'est extraordinaire. Il y a toujours une histoire derrière ce qu'on voit. Et moi, j'aime bien raconter cette histoire-là. Alors, Mais tu sais, quand tu parles de la création du processeur, oui, qu'avant Intel faisait des mémoires, puis là, la mémoire grandissait, 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 ça me fait penser un peu au dataset des LLM, oui, dans le sens qu'ils ont pompé une quantité de données hallucinante, ils ont entraîné les modèles, mm, puis ça l'emmène que tu as tout l'Internet de compressé dans même pas un téra. Là. ouais, C'est hallucinant. Là. ouais, ouais. Et ça rejoint en fait. C'est un bon point que tu es en train de faire. Ben, j'avais jamais vu ça comme ça, mais merci de de faire l'analogie, là. Parce que tu viens de faire l'analogie de ce qui s'est passé. Parce que là, les modèles LLM aujourd'hui ont été entraînés pour être comme les processeurs pour les données, pour les Ouais, mémoires à l'époque. ouais, C'est ça. C'est exactement le même ouais. principe. Mais fait autrement et de manière gigantesque. Ça fait que, ouais, ouais, t'as raison. Puis l'optimisation, donc, l'optimisation de la donnée, là, puis explique-moi ce que tu m'avais expliqué par rapport au processeur. Je trouvais ça fascinant. Qu'un processeur qui tient dans ma main, les routes qu'il y a à l'intérieur, parce qu'ils sont comme repliés, puis Mhm. c'est plus grand, je ne sais pas combien de fois, New York. Explique ça pour que les gens comprennent comment c'est merveilleux ce qu'on a dans nos téléphones, dans nos ordis, puis le niveau de complexité de fou. Mais quand tu prends un processeur, là, il tient sur ici, hein, le bout de ton doigt, là. C'est vraiment Mhm. tout petit, ok, le cœur du processeur. Et puis on met plein de choses autour pour pouvoir le rafraîchir et tout ça. Mais quand on l'amène à l'échelle humaine, on parle de milliards d'opérations par seconde. Ok. C'est-à-dire que la vitesse de calcul, c'est tellement énorme que la machine peut faire des milliards d'opérations par seconde. Et tu as des transistors qui sont connectés avec des fils conducteurs. Ok. Et là, on va créer des blocs à l'intérieur du processeur. Ces blocs-là vont avoir des fonctions. Ces fonctions vont être soit calculer l'adresse ou avoir le bloc des registres, par exemple, ça retient de manière temporaire les calculs qu'on est en train de faire avant de pouvoir l'envoyer à la mémoire et de la mémoire vers le système de stockage et tout ça. Toutes ces connexions-là, quand il l'amène à l'échelle humaine, c'est plusieurs Tokyo ou New York mis ensemble. Le système de Wow. routage et tout ça. Mhm. Maintenant, tu vois ces villes-là, hein, on a des grandes villes, des millions et des millions de personnes. Mais c'est comme si tu les avais non seulement mis ensemble comme ça, mais aussi ensemble de manière verticale parce qu'il y a des réseaux de routes. Il y a plusieurs couches en fait de circuits qui permettent de connecter ces informations-là. C'est pour ça que c'est fascinant. Ça prend 200, moi je dis souvent aux gens, ça prend 220 000 personnes en, en moyenne, chez Intel pour pouvoir créer ces processeurs-là. Bon, on dit souvent qu'on est à 120 000 personnes chez Intel, mais bon, si tu comptes les contracteurs et tout ça qui travaillent comme ce qu'on appelle les Green Badges chez Intel, là, on se retrouve plus de 200 quelque chose 1000, 240 000 à l'époque quand moi j'étais là. Donc, ça prend énormément de personnes pour pouvoir créer une solution aussi complexe et de l'architecture, c'est-à-dire de la définition du produit jusqu'à ce que le produit se retrouve dans la main des pas des clients directement, mais ce qu'on appelle OEM, qui vont les mettre dans les ordinateurs. On parle de 7 ans de recherche, de travaux et d'innovation. Mm. Ouais. Je me souviens à Jensen Huang d'NVIDIA pour la Switch 1, parce qu'il y avait un dirigeant là, de Nintendo qui était décédé, puis Mm. il a fait un discours là, pour honorer son départ. Puis il avait rappelé que quand il avait reçu le brief de faire une console puissante qui peut être sur mobile, il disait Mm. on n'y arrivera pas, comment qu'on va faire? Mm. Puis c'est 500 ans de temps d'ingénieur
qui ont été mis pour développer la carte graphique de la Switch 1. Oui, je suis pas étonné. Je suis C'est pas fou, étonné. hein? Ouais, C'est fou. ouais. Puis tu me parlais de l'optimisation parce que tu as un budget de watts à Oui, respecter dans un processeur, d'où ta spécialité, je crois. Puis là, on rentre dans le bout que je comprends moins, là, oui. de ta spécialité de ton métier d'optimisation. Puis qu'après ça, on va pas faire le parallèle entre l'électricité et la donnée, là. Oui. Mais aujourd'hui, comme tu le sais, on parle souvent euh, des data centers ça en prend plus, il faut en créer plus. Mhm. Quand tu regardes ce qui se passe, on réduit tout là. Si on devait aller, par exemple, si je fais l'analogie avec le corps humain, on va aller au niveau des protéines. OK? Disons ça comme ça. Il y a un bit d'information que je déplace. Combien de picojoules ça me prend pour pouvoir déplacer et stocker et traiter cette information-là? Mhm. Ça se réduit à ça, là. C'est-à-dire, là, on se jase, là. T'es à Montréal et puis moi, je suis dans la vallée, là. Puis, il y a de l'information qui passe et on se retrouve à l'élément binaire, là. Et c'est ça qu'on optimise à chaque fois. Comment est-ce que je peux transporter mes informations, mon élément binaire, avec le peu de picojoules possible? Aujourd'hui, en moyenne, pour chaque élément, il faut 1,9, pratiquement 2 picojoules de puissance. Donc, dans le travail qu'on fait, ça se résume à ça. Comment est-ce qu'on peut organiser le mouvement des données à l'intérieur du processeur sur les éléments connexes du processeur, dans le serveur, dans le centre de données? Tout ce qu'on fait, c'est comment on optimise ce mouvement de données-là en consommant le peu possible d'énergie. Et c'est ça que moi j'ai étudié, c'est sur ça que j'avais travaillé et que je continue à travailler d'ailleurs parce que quand je crée mes solutions, je réfléchis comme ça. C'est ma déformation professionnelle, fait que ma tête va tout de suite à comment est-ce qu'on peut optimiser pour réduire euh, la consommation, que ce soit énergétique, que ce soit budgétaire, que ce soit dans le cash de l'entreprise pour aider l'entreprise à prospérer. Bon, mais regarde, là, on a parlé de ton passé. Mm. Parle-moi de ton avenir, de ton présent puis de ton avenir. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben, Parce que je veux le savoir parce que tu es quelqu'un que j'aime beaucoup, Mm. puis que j'apprécie beaucoup, en qui j'ai super confiance. Puis, je vais être capable de te trouver des mandats. Donc, explique-moi et à l'audience, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai quitté Intel en 2024. Pendant que j'étais chez Intel, j'ai créé une entreprise. Bon, l'idée à la base, c'était juste de mettre mes IP là-bas, tous les IP que Intel ne voulait pas. Moi, ce que je faisais dans mon garage, parce que l'histoire de la Silicon Valley aussi, c'est que les gens créent des choses dans leur garage et puis ça devient le boom des entreprises. Donc, j'avais fait ça. 2019, 2020, j'avais créé ma boîte. Et puis, j'ai commencé à mettre mes IP que je faisais dans mon garage là-bas. Et pendant que j'étais chez Intel, je me suis rendu compte que ce que j'avais appris avec les processeurs, je pouvais l'appliquer aux humains. Et puis, bon, j'ai appliqué les mêmes méthodes aux humains et puis on a trouvé que je pouvais réduire les coûts d'exploitation des entreprises ou des boîtes de 55%. Et on a multiplié par 7,5 les performances des équipes et des groupes avec lesquels on avait travaillé à l'intérieur de l'entreprise. Les mêmes Ça, c'était principes chez Intel. chez Ça, c'est Intel. chez Intel que tu as eu ces résultats-là. Chez OK. Intel, ouais. Et là, OK. Puis, vas-y. j'ai commencé à présenter ça à l'entreprise. Moi, ingénieur de mon état, je suis allé voir le CEO, son bureau, tout ça. Je dis, ben, voici, on a une solution pour réduire les coûts d'exploitation. On peut réduire, si on peut juste faire 20% de réduction et multiplier par 2 la performance de nos équipes, ça va nous donner quelque chose d'extraordinaire. Puis ils m'ont dit, ah bon, on n'a pas le temps. J'ai dit, mais je vais vous donner gratuitement ce que j'ai découvert dans mon garage. Puis il dit, ah ben là, ben, tu sais, on n'est jamais prophète chez soi, hein. Donc je me suis Ouais. retrouvé Ouais. à cogner à toutes les portes et tout ça. Et puis finalement, je me suis dit, je peux pas avoir quelque chose avec autant de valeur
et le mettre sous le tapis parce que mon employeur actuel ne voit pas l'importance. Et là, j'ai quitté l'entreprise en 2024 pour partir, pour me concentrer sur Y-Square que j'avais déjà créé en 2020, qui était là, qui tournait. Depuis ce temps-là, j'ai commencé à travailler pour faire des mandats. J'ai 2 tracks dans mon entreprise. Il y a la partie où on crée des produits. Donc, du coup, ce qu'on avait fait avec Hermie et City Team ensemble. Et il y a l'entreprise, la partie où on fait de la consultation, ce que je fais avec le FMI, Nvidia et d'autres entreprises, où j'apporte ce savoir-faire-là de l'optimisation dans les processus aux entreprises, pendant que l'autre côté de l'entreprise fait des projets de Bon, construire des outils et des produits pour cette là, là, vision-là. c'est là que là, c'est là que j'embarque puis je te pose des questions parce Mhm. que tu te souviens de la marche qu'on avait pris ensemble à San Jose au GTC Ouais. l'automne passé, puis Ouais. qu'on parlait de business, puis Ouais. tu étais là, ben là, comment ça, t'as passé à ça, t'as passé à ça, tu sais, parce que toi, tu as la mentalité chercheur PhD, Ouais. puis moi, j'ai l'aspect très pragmatique business. Ouais. Donc là, ce que tu as dit que tu fais, je Ouais. pense que les gens ne l'ont pas compris, parce que moi, je ne l'ai pas compris. Ouais. Donc là, si on ramène ça sur le terrain, parce que Ouais. là, les gens se demandent, OK, est-ce qu'il fait de l'optimisation de logiciel? Est-ce qu'il fait de l'optimisation de système? Est-ce qu'il fait de l'optimisation managériale? C'est ça qui est pas clair pour moi en ce moment, puis je suis Ouais. sûr pour l'auditoire. Ouais. Fait que guide-moi, s'il te plaît. Ça, c'est une très belle question. Nous, on fait de l'optimisation système. OK? Comme je l'ai dit, je suis parti du CPU pour aller au niveau centre de données, tout ça. Donc, on fait de l'optimisation système d'entreprise, système technologique, les deux ensemble. Parce que ce que j'avais remarqué, c'est que souvent les gens veulent déconnecter les deux. Mais il faut pas, OK? et ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est des humains qui utilisent ton système, le système de l'entreprise. Et OK. ce que j'avais sur le point la chose sur laquelle j'avais innové chez Intel, c'était de pouvoir amener les deux pour dire, OK, on optimise les systèmes, mais il faut aussi optimiser l'utilisation de ces systèmes-là par les utilisateurs et les employés de l'entreprise. OK, OK, mais là, il faut qu'on parle de ça parce que, tu sais, comme la position de plein de shops d'IA, puis je sais que c'est pas ton cas, mais tu sais, c'est comme l'automatisation humaine ou l'intelligence artificielle humaine. Tu sais, alors que c'est pas ça. Ouais. L'idée, c'est comme la tâche que José a fait, on peut la faire faire par un IA, youpi, on vient de libérer 20 heures par semaine à José, José va faire d'autres choses. Exactement. Mais là, mais toi, explique-moi, parce que j'adore l'idée d'optimiser comment les humains travaillent puis les systèmes. En même temps, il y a l'étude du MIT d'il y a quoi maintenant, peut-être 6, 8, 12 semaines, qui disait que 95% des projets d'IA échouent parce que, au lieu de faire juste des tâches de back-office automatisées, les gens profitent pour réinventer les processus. Exactement. Puis, donc, il y a un danger à changer comment les humains travaillent avec les systèmes, mais en même temps, c'est peut-être là que tout le génie est si on le fait correctement. Je ne sais pas, je me fais. Justement, Tu sais, on débat, exactement. vas-y. Tu viens de tomber sur ce que je fais. Tu viens de le décrire, donc tu l'avais compris. Ah, Tu peut-être, viens peut-être, je suis juste chanceux. Moi, je suis le Forrest Gump de l'intelligence artificielle, hein. tu viens de le décrire parce que, tu sais, avant que MIT ne publie cette étude-là, moi, j'avais déjà fait des études et j'ai calculé. Moi, j'avais trouvé 96%. Et je le donnais dans bon, OK. j'avais trouvé 96% précisément les, ch- les- le taux d'échec des projets AI et tout ça. Et c'est ça qui m'avait conduit d'ailleurs, ben, j'étais chez Intel encore quand je le faisais. Puis c'est ça qui m'avait conduit à créer le framework. Parce que ce que les gens oublient, c'est qu'ils pensent que l'IA va tout remplacer, va tout changer. Et puis l'humain va aller s'asseoir au bord de la plage et puis le gouvernement va lui donner un revenu universel et puis la machine va travailler pour nous. Bon, ça c'est l'utopie. Peut-être que c'est dans le futur, je sais pas, mais aujourd'hui, ça marche pas de même. Pourquoi? Parce que je donne un exemple très simple. Tu génères un code par l'IA.
l'IA va te donner une fonction. Il y a des paramètres de cette fonction-là, mais tu sais pas si les paramètres, les paramètres sont passés par valeur ou par variable. OK? Si tu n'es pas programmeur, que tu comprends pas ça, Hmm. tu vois, il y a une nuance dans les choses que si moi je passe les paramètres par valeur, OK? Là, si on fait un transfert bancaire de ton compte vers ton compte et qu'on utilise les mêmes fonctions pour transférer de l'argent d'un compte vers mon compte, il va appliquer la même valeur qui est appliquée chez toi à moi. Mais Mhm. si je fais un passage par variable, donc à chaque appel de la fonction, la valeur change selon la variable, selon l'individu. C'est ça la nuance. Va chercher le nombre d'ingénieurs aujourd'hui qui disent qu'ils programment avec l'IA, qui comprennent ça. Il y en a très peu. Hmm. Donc, du coup, quand on utilise l'IA sans savoir pourquoi on l'utilise, ça nous cause plus de troubles. Il y a des Ouais. erreurs dans le système que les gens ne comprennent pas. Du coup, Ouais. ils vont créer des produits qui ne marchent pas et ça prend plus de temps à déboguer que si tu mets un ingénieur qui utilise l'IA comme complément de sa connaissance de base. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ouais. Et Deux, trois questions par rapport à ça. Attends, oui, avant qu'on aille plus loin. oui, Quand tu vas être à Montréal, il faut que je t'arrange un meeting avec Nicolas. Vous allez vous entendre. Ça ok. va cliquer au bout parce que lui, il est totalement contre l'utilisation, puis je suis d'accord avec ça en passant, de Oui, l'utilisation de la force brute de l'IA. Puis lui, c'est il y a un modèle qui appelle un modèle hybride. Grosso modo, c'est le modèle. Peux-tu réfléchir, s'il te plaît, avant de donner une tâche à tes exactement. modèles pour les faire rouler en débile? Parce que des fois, tu vas juste pouvoir faire exécuter un simple calcul qui va éviter de garrocher un paquet d'autocunes ou de ressources de GPU Exact. à un problème. Mm. Pour l'audience, je ne suis pas sûr s'ils t'ont suivi pour la différence entre variable et valeur. Fait que ça Mhm. vaudrait la peine de l'expliquer pour s'assurer que tout le monde comprenne, pour qu'ils continuent de nous écouter jusqu'à la fin du pod. OK. Quand tu écris une fonction en programmation, on passe des paramètres à la fonction. Et ces paramètres-là, qui sont comme des entrées, vont permettre à la fonction de calculer la valeur de sortie. Mhm, OK? mhm, Dans ces paramètres-là qui sont passés, il y a deux façons de passer la paramètre ou les paramètres. Soit tu peux les passer par valeur. Et la valeur, c'est quoi? J'écris une valeur claire comme 10, 20 millions. Et ça, c'est fixe, c'est clair. Ou je passe une variable comme un contenant, OK, qui est vide, mais à chaque fois que j'appelle cette fonction-là, je peux mettre une nouvelle valeur dedans. mhm, Tu vois? Donc, le premier cas, c'est que j'ai mis une valeur claire qui est, bon, je donne, bon, 5, disons 5. Mais ça, c'est le cas où je passe, je fais, j'appelle la fonction par valeur. Mais quand je l'appelle par variable ou que je le définis par variable, là, je peux mettre 5, je peux mettre 20, je peux mettre 100, je peux mettre 1 million, je mhm, peux mettre tout mhm, ce que je mhm, veux à mhm, chaque fois que j'appelle la fonction. Souvent, mhm, quand la machine va générer des fois des choses, quand on demande au LLM de générer des codes, lui, il sait pas ce que tu veux faire avec cette variable-là. Des fois, il peut te donner une mhm, valeur, mais tu sais pas. Donc, du coup, tu mhm, prends la valeur et cette valeur étant fixe, chaque fois que tu appelles la fonction, il va avoir cette valeur là-dedans. Donc, si c'est une fonction qui va faire des transferts bancaires sur des comptes, si j'ai mis 5, il va mettre 5 partout à tout le monde. Mais si mhm. je mets une variable comme A, B, C, mais qui est une variable, là, le A ou le B ou le C que je viens de passer va prendre toutes les valeurs qu'on va lui donner à chaque fois qu'on appelle la fonction. Et c'est ça la Fait que dans le différence entre fond, les deux. fait que dans le fond, c'est que ton point, c'est que les LLM qu'on a en ce moment, ou si c'est l'IA en général, tu me corrigeras, c'est qu'ils vont traiter toutes les données de la même façon. Si on passe à la tokenisation, il ne va pas chercher à comprendre, puis à regarder les patterns, puis à analyser l'information, elle vient d'où, elle est comment, puis c'est quoi ses attributs. Tu n'as pas du metadata autour de ton data que tu as tokenisé. Pas nécessairement. C'est beaucoup plus l'individu qui utilise l'IA qui doit guider
l'outil à pouvoir comprendre les nuances. L'IA, en tant que tel, aujourd'hui, qui est un générateur de code, peut faire ça, peut faire ce qu'on lui dit de faire. Mais est-ce que l'humain comprend qu'il faut utiliser une fonction par valeur ou par variable? C'est ça. C'est ça le problème. Mais ça, là, les gens essaient de faire des cours de ça, là, puis, moi, je vais te donner une formation où avant, les gens, ce qu'ils veulent, c'est une liste de prompts dans la vie, puis c'est bien triste, là, parce que c'est pas ça que tu as besoin. Ce que tu as besoin, c'est que tu comprennes comment le LLM réagit, puis moi, je le traite un peu comme je ne veux pas dire comme un humain, mais, tu sais, en tout cas, comme un chien super intelligent. Puis là, je sais que Yann Lecone, il dit que l'IA, c'est pas plus intelligent qu'un chat. Non. Tu me diras, c'est quoi ton opinion là-dessus? Il a raison. Bon, on en parlera dans 2 secondes. Oh, Yann est mon maître à penser sur ça. Là. Il a raison. Ben, allons-y tout de suite dans ce cas-là. Explique-moi, parce que moi, je vais te dire, ce que je lui demande, c'est mieux que bien des gens à qui je peux demander de faire des choses. Là. Donc, puis je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi que les gens qu'on a autour de nous sont plus intelligents qu'un chat. Oui. Donc, bon, tu vas me dire, des fois, on regarde les résultats des élections, on n'est pas sûr. Mais là, ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est pour un autre podcast. un autre podcast. Je t'inviterai à Cube. Oui. Donc, explique-moi ça, pourquoi les LLM, tu considères qu'ils sont moins intelligents qu'un chat? OK. Puis après ça, on revient à ce que tu fais parce que je veux vraiment parler au bout optimisation des systèmes puis des humains. Ça m'intéresse au bout, mais on se permet une petite parenthèse. Super. Ben, on retourne à la base. OK? On vient de parler, les LLM, ça roule sur des ordinateurs. On a parlé de bouger des bits et puis d'avoir le nombre de picojoules qu'il faut pour bouger ces bits-là. Ouais. Et c'est pour ça qu'on construit des centres de données à ne plus en finir partout dans le monde. Ouais. Partout où on est, il faut que la machine garde des 0 et des 1. C'est tout. OK? C'est ça la base. Fondamentalement, on a des 0 et des 1. On a trouvé comme les processeurs, tu le sais, on a trouvé des manières ingénieuses je dois dire, de connecter ces informations-là pour nous donner ce qu'on a aujourd'hui. Donc, quand les LLM sont nés avec des données existantes. C'est pour ça que c'est les Google et puis les Meta et tout ça, parce qu'ils ont ramassé des données pendant longtemps. Et ces données-là sont sur des serveurs quelque part. Et comme la machine peut calculer des informations le plus rapidement possible, on a des informations déterministes, des calculs déterministes, que on faisait avant avec les programmations, analyse de base de données, tout ça. Et puis au-dessus de ça, on a fait des analyses statistiques. Puis sur l'analyse statistique, on a rajouté maintenant une petite couche de probabilité. On a mis un peu d'aléatoire dedans pour donner l'impression que c'est intelligent. Mais en réalité, il n'y a rien d'intelligent là-dedans. On retourne vraiment au calcul de base. Et à l'intérieur d'un processeur, moi, quand j'enseigne cette matière-là, je dis, la machine fait 3 choses. Et fait 3 choses bien. Et fait ça des milliards de fois par seconde. Il y a load, store, et puis add, l'addition. Donc, c'est pour ça qu'on a l'algèbre de Boole d'ailleurs. C'est-à-dire que toutes les fonctions que tu as au monde, tu peux les transformer en addition. Toutes les fonctions, tu peux les transformer en addition. Et quand tu peux charger et décharger et faire des milliards d'additions par seconde, tu viens d'avoir ton ordinateur. Tu viens d'avoir tes LLM, tu viens d'avoir tout ce qu'il te faut. OK, mais en quoi... OK, mais à ce moment-là... À ce moment-là, quand on dit OK, mais juste ça veut dire que c'est pas intelligent. On a comme faké l'intelligence par mettant de l'aléatoire. On a juste été capable de vraiment faker comment un humain réagit, toute l'équipe. Puis moi, j'ai envie de te dire, il y a bien des jobs dans la vie que quand les gens font leur job, ils fake. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont à faker pour que le patron dise good job ou le client dise merci ou que l'électeur dise je vote pour toi. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, c'est quoi l'intelligence? Il n'y en a pas. Non, mais l'intelligence, celle que tu as dans ta tête, celle que j'ai dans ma tête. Ah, mais le nôtre à nous? Parce que, oui, le nôtre à nous. Parce qu'à la fin de la fin, on pourrait dire que ce qu'on a, c'est nos neurones qui flippent des 0 puis des 1 quand le courant passe pas.
Puis dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on imite ceux qui nous ont enseigné avant. Puis là, ensuite, on sait qu'il y a un paquet de découvertes qui ont été faites par la chance, qu'il est arrivé quelque chose. Puis même toi, tantôt, le Silicon Valley, c'est par la chance. Donc, tu sais, là, présentement, il y a plein de chercheurs là, qu'en utilisant les modèles les plus avancés, ils ont découvert quelque chose. Parce que cette affaire-là qui imite l'intelligence dans son processus aléatoire est arrivée avec quelque chose de nouveau qui faisait du sens. Puis les gens ont fait comme « Ah oui, wow, ça pourrait marcher. » Donc, explique-moi en quoi notre intelligence à nous est supérieure. Puis je sais, on prend moins de courant, puis on gère plus de data et tout, mais au-delà des 0 puis des 1 qui s'additionnent puis qui imitent l'intelligence des autres, en quoi notre intelligence est différente? Très, très bonne question, David. Et c'est le cours que j'enseigne à UCLA, d'ailleurs. J'enseigne sur l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle ou la connaissance artificielle. Garde-toi. J'enseigne ce cours-là, c'est le Et c'est extraordinaire parce que j'ai passé les 5 dernières années à travailler parce que je voulais comprendre l'humain dans la machine ou l'humain avec la machine chez Intel. Et là, chez Intel, j'avais créé un centre d'excellence qu'on appelait Talent Nebula. Et le mot Nebula, tu le sais, c'est la naissance des étoiles, tu vois, là où les étoiles naissent. Et j'étais obsédé par l'intelligence humaine qui crée les machines comme on les créait chez Intel. Alors, j'ai passé du temps à analyser le cerveau humain, à comprendre les couches. L'intelligence humaine est un don. Le cerveau humain est un don, mais vraiment extraordinaire et optimisé de manière à ce que l'être humain non seulement puisse survivre dans un milieu hostile, parce que nous sommes des êtres fragiles dans l'environnement dans lequel nous sommes. Hein. Nous sommes fragiles. Un être humain est fragile par définition. On est vulnérable. L'environnement peut nous détruire, peut nous tuer, mais comme ça. On n'est pas fait. Ah, il y a un bébé ce matin à Longueuil qui a été laissé dans un abribus, puis le bébé il est décédé. Tu vois. C'est totalement horrible, mais on est fragile. Le bébé a été là, je ne sais pas combien de temps, puis il a plus de capote. Tu vois. Alors que dans la savane africaine ou ailleurs, quand un bébé bichou, je sais pas, c'est 2 heures, 3 heures plus tard, il faut qu'il soit sur ses pieds en train de courir, sinon il est fait là. Donc eux, on est plus vulnérable que ces animaux-là. Mais ce qui fait notre différence et ce qui rend l'être humain formidable, c'est son cerveau. Alors, moi, j'ai travaillé là-dessus, je travaille avec des chercheurs français, d'extraordinaires chercheurs français pour rentrer dans les détails de la pensée humaine, du cerveau. Et là, on a trouvé qu'il y a 4 couches dans le cerveau humain. Il y a l'instinctif, ce qui fait que on fuit le danger, ce qui fait que on a faim. Tu sais, c'est cette intelligence primaire que des fois, qui est combinée avec l'intelligence végétative, qui fait que ton cœur va battre et que quand tu as peur, ton cœur réagit d'une certaine façon. Et c'est pas seulement composé des 0 et de 1, mais c'est composé de toute une biologie qui vient de la description ou de l'expression de ton ADN. Bon, et quand j'étais à l'université, j'étais fasciné par la biologie. J'avais commencé ma thèse d'ailleurs en voulant comprendre, créer des machines pour pouvoir analyser l'ADN et tout ça. C'était ça c'est pour un autre débat. Fait que là, quand tu regardes bien, cette intelligence de base rend l'être humain beaucoup plus intelligent que l'ordinateur, que l'IA. Et je te parle vraiment de l'intelligence végétative primaire. OK? L'intelligence végétative est déjà plus intelligente que l'IA. Beaucoup plus intelligente que l'IA, oui. Ça, c'est la première couche. Je te parle de la couche la plus inférieure. Puis pourquoi tu dis ça? Parce qu'il me semble que ça a l'air quand même assez basic comme... Non, c'est plus compliqué c'est à cause de la façon que qu'il est ça. connecté au sensor, puis au sens, puis qu'il est capable de s'adapter, puis de gérer l'énergie, puis d'optimiser les ressources en fonction des calculs qu'il a fait. C'est plus compliqué que ça. Le corps humain est fascinant, c'est incroyable. Quand tu prends une cellule, la cellule en soi, en elle-même, est tellement complexe et tellement intelligente que déjà la façon dont l'ADN s'ouvre. J'ai montré une vidéo aux enfants, on regardait ça ensemble il y a 2 semaines. Comment l'ADN se fait corriger par elle-même. Il y a des vidéos sur YouTube de ça.
C'est hallucinant. C'est Exactement. hallucinant. Et là, ce qu'on fait avec l'IA, c'est qu'on essaie de copier, de mimétisme, ce qu'on appelle le mimétisme, copier Imiter. la nature. Donc, tu vois, quand tu rentres dans la cellule est tellement fascinante. C'est l'ADN qui s'ouvre, ok, l'ARN qui vient corriger, copier l'information pour aller créer la synthèse des protéines. Mais c'est une usine extraordinaire, mais qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu. Ouais. Imagine la complexité d'une cellule qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais à l'intérieur, cette cellule-là va créer. Fait que dans le fond, ton point, c'est que tu dis la base de l'intelligence végétale, sur quoi elle repose, est tellement plus complexe que les 0 puis les 1 Oui, de loin. qu'on store, qu'on load puis qu'on additionne, que tu dis cette technique-là pourra pas arriver à être aussi intelligente que l'homme. Non, on peut calculer. Toi, l'AGI, tu y crois à 0? Si on combine, si on peut combiner, on peut construire une machine assez grosse et qu'on combine le quantique avec l'IA, on peut calculer, on peut avoir des calculs de précision qui vont dépasser l'être humain, la manière dont on calcule. OK? Et maintenant, si on rajoute des robots, des robots à ça, là, on peut contrôler l'humanité, soi-disant. Quelqu'un, quelque part, peut contrôler l'humanité pour dire, OK, moi, je peux savoir ce que David va faire en analysant ces données, tout ça. Et puis là, ben, je fais un détachement de robots pour aller l'arrêter tout de suite avant. Bon. Parce que le quantique, puis là, on ne rentre pas dans le quantique parce que je veux revenir. Si tu veux un autre épisode, ça me fera plaisir. Un autre épisode, ouais, mais parce que je veux vraiment qu'on discute de l'humain et tout. Mais, fait que dans le fond, tu dis, l'AGI, si on est capable de créer une machine assez grosse avec le quantique, OK. Mais en ce moment-là, aujourd'hui, avec l'informatique binaire qu'on a, tu crois pas que l'AGI va être capable de l'atteindre avec des plus gros GPU, puis des CUDA optimisés, puis tout ça? Là. Non, pas du tout. Absolument pas. On le sait, tout le monde le sait dans la Silicon Valley. C'est un secret bien gardé, c'est tout. On le sait. On le dit. On le sait dans les couloirs, on le dit, on le sait nous-mêmes. Là. C'est parce que, oui, il y a les limites du langage, puis je suis d'accord qu'avec les méthodes qu'on fait les choses actuellement, on ne pourra pas y arriver, mais j'ai envie de croire en Elon, puis qu'Elon va le faire avec Grok 7. Mais bon, ça l'arrivera. Ouais, mais bon, la raison pour laquelle je veux bien, il faut rêver, là. Il faut que l'ingénieur... I want to believe. C'est ça, il faut que l'ingénieur rêve, il faut que l'ingénieur innove, mais dis-toi que l'être humain, il y a quelque chose dans l'être humain que moi je disais que la frontière qu'on a encore conquérir ou c'est l'esprit humain. Et ça, c'est cette découverte-là qui m'intéresse, c'est cette conquête-là qui m'intéresse. Oui, on a fait la techno, j'ai fait la techno, j'ai eu mon doctorat là-dedans, tout ça, mais la chose qui m'intéresse et que j'ai découvert que on n'a pas encore exploré ça, que j'ai vu chez Intel finalement. Pendant que je créais les processeurs, je travaillais sur des technologies comme le Optane, le 3D Crosspoint, travaillant sur les systèmes complexes pour des clients comme Google, Facebook, Alibaba et tout ça. Je me suis intéressé au cerveau humain, le cerveau qui crée ces solutions-là. Et là, peut-être qu'on pourra avoir un autre temps pour parler du cours que je donne à UCLA. Et puis pourquoi je suis intéressé par ça, par cette intersection entre l'humain et la machine. Et c'est là où il y a de la valeur pour toutes les entreprises. Okay, ben revenons à ça. Puis pour le cerveau, si les gens veulent en entendre parler, mettez-le dans les commentaires et puis envoyez-moi des signaux. Là, puis saison 2 du podcast, on réinvitera Étienne. Donc là, bon, on disait, revenons à la partie business. Ouais. Parce qu'en même temps, tu sais, j'aime bien gros l'IA pragmatique. Ouais, c'est ça. Très pragmatique dans ma façon de l'appliquer. Exactement. Donc là,
on disait risque de changer les processus en même temps qu'on met de l'IA. Puis toi, tu dis non, c'est ça qu'il faut faire C'est ça parce que les humains interagissent avec l'IA. Fait que moi et puis, ça doit être pour s'ajuster à mon niveau intellectuel. Ce que je dis à mes clients, c'est non, on va rien changer dans les processus. Roger envoie un courriel à José, au lieu que ce soit à José, ça va être à un IA. Puis quand José il envoie la réponse, l'IA va envoyer la réponse. Job à Roger, à bouge, zéro. Ouais. Donc, je m'arrange vraiment de ne pas toucher aux humains. Puis là aussi, tu connais mon style, je suis meilleur avec les machines qu'avec les humains souvent. Ouais. Donc, je m'arrange pour juste m'occuper des machines. Mais toi, tu dis non. La véritable valeur pour avoir les rendements que tu as eus chez Intel, il faut changer les deux. Ouais. Explique-moi ça. Il faut changer les deux. Parce que dans tout ce qu'on fait, c'est l'interface qui compte. Toi et moi, on est en train de jaser maintenant. C'est qu'on a créé entre nous l'interface. On s'est vu on a fait une longue marche à San José. On a dîné. Après, on est allé marcher, puis on a jasé. C'est l'interface. On a créé, on a échangé. On a communié, on a échangé des idées, tout ça. Ouais. OK? Plutôt que de voir l'IA va remplacer l'humain, et on est en train de payer les pots cassés là, dans la Silicon Valley. On a viré tellement du monde, ceux qui ont créé l'IA, on les a virés des grosses boîtes. Maintenant, on essaie de les réengager parce que on s'est rendu compte que la machine n'arrive pas à tourner toute seule. Là. Mais pourquoi on les a virés dans un premier temps? C'est qu'on s'est rendu compte que les programmes, et eux, ils se sont pas adaptés au programme qu'eux-mêmes ils ont créé. Donc, l'interface homme-machine n'a pas, chacun faisait son affaire de son côté. On créait les machines comme on les faisait avant. La machine a évolué. La machine maintenant peut générer des codes. Mais l'ingénieur qui générait des codes avant et qui code avant n'a pas appris à évoluer sa pratique pour pouvoir interagir avec la machine que lui-même y a créée. Fait que lui, il continue à coder en C++. Maintenant, la machine peut générer plus de code C++ que lui. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend son chef d'équipe, son team lead, on dit, OK, maintenant, toi, on te garde, mais on vire 8 des 10 personnes qui travaillaient pour toi avant. Maintenant, tu vas juste en avoir 2. Fait que toi, tu donnes l'ordre à la machine et puis eux vont juste analyser les codes pour savoir si les codes sont bien écrits ou pas. C'est ça. Alors que si on avait fait évoluer les ingénieurs en même temps que la machine, on va passer de coder à la compréhension du prompt, à context engineering et specification engineering, ce qu'on connaît déjà dans le matériel. Dans le hardware, c'est ce qu'on fait déjà depuis des années. On a créé des langages de spécification. Bon, à l'Université de Montréal, on travaille sur les spécifications formelles, la vérification formelle, model checking, des choses comme ça pour s'assurer que le modèle concret a du sens. Donc, on est en train de prendre ce qu'on avait déjà dans le matériel, dans le hardware design, vers le software aujourd'hui. Tu vois? Et cette interface-là, entre l'homme et la machine, c'est ça qu'il faut optimiser pour l'entreprise. Donc, si tu dis, mais moi, je peux aller faire des modèles IA où j'ai des agents IA et tout ça, mais que l'ingénieur que tu as dans ta boîte ne sait pas l'utiliser, ça ne sert à rien, ça va créer juste de la cacophonie et un conflit entre les deux. Donc, mais moi, tu ce n'as que je pas les vois sur le résultats. terrain, Oui. moi, ce que je vois sur le terrain, puis j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que toi, tu as vu chez Intel ou ailleurs, ce que tu as fait, mais moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que les entreprises sont understaffed, puis il y a des projets qui nécessitent un niveau d'intelligence bon, puis leurs bonnes ressources sont occupées à faire des choses qui demandent peu d'efforts cognitifs. Des choses répétitives. Moi, souvent, c'est pour un gars qui fait de la télé puis de la radio, souvent, je dis les jobs qu'on peut automatiser, c'est sûr que tu peux faire en écoutant la radio. Oui. Donc, et là, ce qu'on veut, c'est emmener... Moi, ce que je vois, c'est que ces humains-là sont pris pour accomplir ces tâches-là que l'entreprise veut faire. Puis, tu sais, oui, il y a eu des excès comme Salesforce qui congédie énormément de développeurs pour engager une tonne de vendeurs. De l'autre côté, tu as Meta qui a congédié des gens pour après ça s'embaucher un paquet de monde en AI. Puis là, la semaine passée, ils ont congédié, ou la semaine passée, la semaine d'avant, ils ont congédié une partie de leur équipe d'IA. Fait que toi, comment tu as vu ça? Parce que moi, ce que je vois, c'est éliminer des tâches
pour réallouer le temps des personnes en place. Toi, ton point, c'est de dire ton ingénieur, ton équipe d'ingénierie n'a pas évolué avec la tech. L'entreprise a décidé de garder le même output, mais en diminuant le nombre d'individus. Alors que ce qu'ils auraient dû faire, c'est dire on va former ces individus-là pour augmenter notre output, pour qu'ils soient Exactement. capables d'utiliser la tech. Exactement. Exactement. Parce Puis que, comment tu as fait ça? ouais, Où tu as vu l'incarnation de ça en entreprise? ben, je l'ai vu chez moi, chez Intel. C'est ça que j'avais, mon centre OK. d'innovation, mon centre d'excellence que j'avais créé chez Intel, c'était justement ça. C'était extraordinaire parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire que des équipes qui coûtaient 100 fois plus cher que notre équipe. OK? J'avais des ingénieurs, c'est hallucinant, David. Je vais dire son nom ici, il s'appelle Morgan. Il est venu de College Park, un ingénieur. Il est venu, bon, il était en 2e année d'université. Il est rentré dans mon équipe et puis j'ai dit, mais je vais faire que cet ingénieur-là va performer mieux que les directeurs techniques de chez Intel, ceux qui ont rang de directeur technique chez Intel, et ça, on l'a fait. Et je l'ai répété plusieurs fois. Il y a des étudiants qui sont venus de l'Université de Montréal que j'ai fait venir chez Intel en Californie parce que j'ai créé un lien avec le département de mathématiques de l'Université de Montréal. Ils venaient bosser pour moi et ils performaient mieux que les directeurs techniques qui étaient dans la boîte. Pourquoi? Parce que on a utilisé, nous on faisait déjà les natural language processing, les generative AI bien avant 2022 où OpenAI est venu avec ça. C'est qu'on utilisait déjà l'IA pour augmenter les performances des ingénieurs, OK. tu vois. OK. Donc, Je vois. donc le output, c'est pour ça que on a eu des résultats extraordinaires. Quand je dis que on avait en moyenne 7,5 fois les performances des équipes. Je te parle pas seulement des équipes juniors, là. Je te parle des équipes où on avait euh, 2, 3 senior directors, technical directors. On avait des 5 directors dans l'équipe, les VP, tout ça à qui on avait donné un projet à exécuter. Ils ont fait 1 an et demi. Il n'y avait rien qui était sorti. Il y a un des managers qui est venu me voir en cachette pour me dire, Étienne, on a un problème, on a un client en Asie qui a besoin d'une solution. Et puis, ben, on a de la misère. Fait que, utilise une de tes magies là, pour voir ce que tu peux faire. Et puis, le nom de la personne, je peux le dire, c'est pas un secret. Il s'appelle Charles. Et puis, Charles est venu me voir dire, use one of your magic to solve this. Mhm. OK? En combinant l'homme et la machine, on est arrivé 1 semaine après qu'on ait reçu la tâche. J'ai appelé Charles dans une réunion. J'ai dit, bon, voici la tendance. Si la tendance se maintient, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on a ce qu'il te faut? Il a dit, outstanding. Il est sorti de la salle de réunion avec outstanding 2 fois. J'avais juste mis un seul de mes ingénieurs qui s'appelle Jean Lapré, Chartrand, qui vient de Montréal, dessus, avant même de mettre toute l'équipe, pour juste faire l'élément de base, l'analyse de base. Puis dans le fond, c'est que ça, c'était un humain empoweré par du NLP. La machine, exactement. Ouais. Fait que dans le fond, ce que tu as fait à l'époque, alors qu'aujourd'hui, le coffre à outils qu'on a, parce que tu sais, en ce moment, je suis en train d'en développer une solution qui est un mix d'LLM puis d'NLP, OK? Oui. Oui. Puis ça va être vraiment cool, j'ai super hâte de l'annoncer, là. Mais là, ça veut dire qu'aujourd'hui, ton coffre à outils est beaucoup plus grand. Exactement. Puis, tu sais, un autre truc que je vais annoncer bientôt, je viens d'investir dans une firme de dev où Mhm. justement le thinking de cette firme-là, il faut que je te fasse rencontrer ces gars-là. OK. Cette firme de dev-là, ils développent exactement comme on devrait développer en 2025. Tu sais, genre full empoweré par AI, puis le code sort vite, bien, les wireframes sortent vite, bien. C'est comme, genre, quand on va annoncer ma campagne, ça va être, puis je les nommerai pas, là, parce que je vais être gentil, mais pense aux gros joueurs de l'IA au Québec. Je vais dire, emmenez-moi une de leurs soumissions, moitié prix, pas de question. Exactement. Parce que tu es capable de faire de la magie. Fait que là, dans le fond, tout ton point, c'est que tu peux empower, puis ça peut t'emmener du monde.
Puis en passant, c'est pas un infomercial qu'on fait, là, tout le monde, mais c'est juste qu'Étienne, c'est un ami, c'est un gars que j'aime beaucoup, que je trouve intelligent. Puis si on est capable de l'attacher au Québec pour optimiser des business du Québec, le Québec gagne. Donc, dans le fond, toi, tu serais capable d'empowerer des équipes, principalement de dev, j'imagine. Tu n'as pas Ouais, envie d'aller dans n'importe quel genre de business. Puis ce que tu veux, c'est les équiper, de dire voici un toolset. Un peu comme j'écoutais Palmer Luckey, tu sais, de Anduril. ouais. Puis Palmer il expliquait d'un exosquelette là, mécanique là, avec lequel il a travaillé, puis il a été capable de faire un quart de mille dans une vitesse hallucinante. Mhm. Puis il disait l'avenir des Navy SEALs, c'est qu'on soit capable de connecter leur cerveau dans des appareils comme ça, Ouais, puis de leur donner une agilité hallucinante. Fait que dans le fond, tu sais, quand tu fais du code, puis que tu fais du code avec des bons LLM, tu as l'impression pratiquement d'être dans ces appareils-là qui te exact. donnent de la force surhumaine. Ouais, Fait que dans le fond, ce que tu fais, ce que tu as fait chez Intel, puis ce que tu recherches à faire, c'est d'optimiser des firmes comme ça pour leur dire voici comment équiper vos devs pour produire plus. exactement. Et ça, c'est un bon point que tu es en train de souligner. On vient au Québec en, no- dans quelques semaines pour lancer notre labo. Parce que le labo qu'on a en Californie, West Square Labs, on veut ouvrir euh, une succursale à Montréal pour former. Parce que quand on quittait le Québec, bon, je disais à ma femme, bon, j'ai envie d'aller aux États-Unis pour apprendre comment ça se fait là-bas, pour revenir mieux au Québec. Parce que j'avais vraiment envie que le Québec prospère, que le Québec... parce qu'on a du génie au Québec, hein, il faut le dire. On a beaucoup de génie au Québec. Le Québécois est ingénieux. Et on Non, mais ce l'avait qui nous vu. manque, c'est des businessmen. Exactement. Et c'est ça qui manque parce on a du génie, mais il nous manque ce côté-là, la volonté Ouais, et la volonté de prendre des risques. Donc, ouais. l'idée d'amener le labo, de créer à Montréal ce labo-là, c'est de créer ce lien avec la Silicon Valley. C'est un pont, en fait, que je veux créer avec la Silicon Valley, de telle sorte que les opportunités d'affaires de la Silicon Valley viennent au Québec et que le génie du Québec vienne à la Silicon Valley sans nécessairement déplacer l'un ou l'autre. Ben, Et c'est tu ça, c'est sais, pour ça que je viens. quand on regarde les caractéristiques du Québec, là, Mm. bon, tu crois pas qu'on va arriver à l'AGI avec ce qu'on a là. J'espère que tu te trompes. Mais tu as probablement raison. Mais, tu sais, toi et moi, on est facilement capable d'imaginer des nouveaux algorithmes Mhm. super importants dans le développement de l'AI à être inventés à Montréal Mhm. par des génies québécois. Ouais. Mais toi et moi, je te pose la question. Stellantis, qui est une entreprise fabricant de voitures, a décidé d'investir 13 milliards aux États-Unis plutôt qu'au Canada. Mhm. L'usine va probablement fermer, des milliers d'emplois vont disparaître. Est-ce qu'on serait capable, moi je ne crois pas qu'on serait capable d'avoir notre voiture canadienne. Tu prends tous les brevets gratuits d'Elon Musk sur comment Mhm. faire un auto électrique, Mhm. puis on dirait on va faire une auto canadienne. On a du génie, mais quand c'est le temps d'exécuter Mhm. businessment, logistiquement, tu sais, c'est comme il y a un général, je ne sais plus c'est qui disait les amateurs parlent de stratégie, les vrais professionnels parlent de logistique. Mhm. Fait que c'est comme si au niveau business, la partie logistique, on l'a pas. Fait que dans le fond, tout ton plan, c'est pas d'exporter, mais de connecter la Silicon Valley avec le Québec. Oui, C'est ton souhait, c'est ton aspiration oui, pour que notre génie puisse être utilisé dans le bon sens par des gens qui sont capables de faire la partie opérationnelle. exactement. Exactement. Parce que moi, je me dis, il faut jouer sur la force de chaque côté. Il faut pas chercher à changer les gens. On peut pas faire la Silicon Valley montréalaise parce que ça n'existe pas. On peut pas faire la Silicon Valley. Bon, tu sais, on parle de French Tech, Quebec Tech et tout ça, et puis on se rend compte que ça marche pas. Parce que, comme je le dis souvent, la Silicon Valley, c'est un accident de la nature. Et ça nous a donné quelque chose. Mais qu'est-ce que le Québec a aujourd'hui que le Québec peut leverage et changer le monde avec ça? Donc, plutôt que de vouloir copier ce que les autres font, qu'est-ce que le Québec a et comment est-ce que ça, on peut encourager ça?
On a fait l'exemple de quelques entreprises, je veux pas dire les noms parce que je suis connecté à certaines personnes, mais on a fait des exemples d'entreprises AI au Québec et tout ça, et puis ça a floppé, tu le sais. Pourquoi? Parce que il y a l'aspect logistique. Et ça, j'ai appris ça chez Intel. Bon, moi, je le dis souvent, je suis venu chez Intel comme un chercheur, mais j'ai quitté Intel comme un entrepreneur. Et il a fallu que je vienne aux États-Unis pour apprendre ça. Parce que, bon, chercheur québécois de mon état, j'arrive chez Intel et puis je voulais faire de la recherche. Tu sais, on aime nos équations, elles sont belles, ça exprime notre génie, notre pensée, tout ça. Et ça, c'est un défaut qu'on a pris de la France. Parce que, étant de culture francophone et française, nous avons ce côté-là de la pensée, la belle pensée et tout ça. L'anglo-saxon, il s'en fout de ça. Surtout l'américain, il est très pratique. Show me, don't tell me. Et ça, j'ai appris ça chez Intel à la Ouais. dure, tu vois. Quand je suis arrivé, et puis j'ai commencé à travailler chez Intel tout de suite, mon patron m'avait demandé de faire quelque chose. Puis j'ai écrit un beau papier, là, tu sais. Chercheur de mon été, c'est tout beau. Puis j'ai expliqué les in and out et des choses comme ça. Puis il a regardé ça et puis il a mis ça à la poubelle. Puis il dit, quoi? Il a mis ça à la poubelle, il dit, écoute, on veut vendre nos produits. Je veux savoir, ce que je veux savoir, c'est bien simple. Est-ce qu'on peut utiliser cet outil-là pour régler tel problème? J'ai pas besoin d'une thèse pour ça. Bon, j'ai pris un peu, tu sais, j'ai pris un 2x4 dans la face, là. Et puis, il a fallu que je m'ajuste à cette culture de créer des Ouais. choses, Ouais. exécute. Ouais. Et on m'a dit, bon, là, j'ai suivi une formation, j'ai suivi une formation à l'intérieur de Intel qui était une formation comme un MBA accéléré, mais dans l'entreprise, ils formaient les cadres de Next Generation Leaders de l'entreprise et tout ça. Donc, j'ai été sélectionné pour ce programme-là. Et puis, l'une des choses qu'on nous a dites, qui était claire pour moi, qui est devenue claire pour moi, c'est une idée moyenne qui est bien exécutée vaut mieux qu'une bonne idée qui n'est jamais exécutée. Ouais, mais ça aussi, c'est un principe militaire. Hein. C'est ça. Donc, exécute. Comment c'est exécuté? Tu apprends en exécutant. Attends pas d'avoir... Tu sais, il y a des entreprises au Québec que j'ai voulu accompagner, que j'accompagne maintenant. Une entreprise particulièrement. Ils sont toutes dans des programmes de « Ah, ben, tu sais, on va créer la structure, tout ça. » Mais t'as pas de produit. Ta structure ne sert à rien. La structure se crée autour du produit. Donc, commence à créer le produit. Si le produit est bien créé, la structure va venir naturellement. Donc, la structure est organique, mais pas le produit. Le produit doit être planifié et exécuté et la structure vient après. Mais ça vient culturellement du droit à l'erreur. Parce que, tu sais, aux États-Unis, tu as un échec, c'est quand, OK, ben, tu vas te relever, tu vas recommencer. Ici, au Québec, tu as un échec, tu as l'impression que tu as une marque, tu es marqué. Oui. Au fer rouge. Hein? Est-ce qu'on peut lui refaire confiance parce qu'il y a eu un échec? Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est très, très safe de dire on va faire de l'éthique, on va faire des lois, on va discuter de l'avenir. Parce que tant que tu fais des trucs pas mesurables, puis que tu es dans le performatif, donc de dire la bonne chose, de paraître la bonne affaire, il n'y a personne qui peut dire que tu t'es planté. Puis si tu es capable de faire ça jusqu'à la retraite, tu vas t'en être sorti d'avoir rien accompli, mais au moins de ne pas avoir échoué. C'est ça, avec ton REER. Oui, exactement. Alors que, ou moi, ce que j'essaie de faire avec Dialogue, parce que, tu sais, j'ai cet angle-là très américain, get things done, ben, c'est de dire aux gens, non, là, est-ce qu'on peut le faire? Tu sais, je vais donner un autre exemple archi récent. Ce qu'on fait ensemble en passant va être publié lundi prochain. OK. Donc, Atlas d'OpenAI a été déployé, ça va faire une semaine demain. Et puis, là, en fin de semaine, l'affaire qui a buzzé le plus sur LinkedIn, c'est utilisez-le pas, il peut avoir des injections de prompt. Puis là, tu essaies de regarder dans la vraie vie, pas un truc théorique fait dans la vraie vie, quel impact ça peut avoir avec tout le red teaming qu'OpenAI a fait et tout.
c'est comme les probabilités sont quasi nulles. Je veux dire, il y a d'autres types d'injections qui ont d'autres effets secondaires pas mal plus graves que du pump injection. Oui. Donc, tu sais, c'est comme en tout cas, excuse-moi, revenons à nos Mais tu as affaires. raison, Donc, David. Tu as raison. Puis je vais peut-être enchérir un peu là-dessus. C'est que la peur de l'échec vient de notre culture, de la culture francophone. Et ça vient d'une vision royale de, de, comment appelle-t-on? De Versailles. C'est-à-dire le roi Louis XIV était là dans son palais. Il fallait aller à Paris pour tout. Et puis, si tu étais promu à Paris. Et puis, si tu étais dému, tu étais dému à, tu vas en province, quoi, tu vois. ouais, Donc, ouais. il y a eu cette culture-là qui est restée chez les francophones, chez les Français. Puis il ne faut pas fâcher le roi. Il faut pas fâcher le roi. C'est ça. Donc, tu dois pas fâcher l'autorité. Et on le sent au Québec aujourd'hui. On parle de Québec. Il faut que le Québec nous accorde l'autorisation de faire ça. Il faut que Québec, le gouvernement à Québec doit nous accorder l'autorisation de faire ça. Et c'est pour ça que tu vas voir la plupart des entreprises au Québec attendent l'autorisation du gouvernement de manière implicite par les Ouais, subventions, par des petites affaires comme ça. Ils veulent pas ouais, risquer eux-mêmes leur vie ou ouais, ouais. leur propre argent parce que, tu sais, mais quand tu risques pas ce que tu as là, tu crois pas en ton idée ou en ta vision. Moi, c'est ce Ouais, que j'ai appris j'ai comme leçon. j'ai lu quelque chose, j'ai entendu quelque chose de très intéressant en fin de semaine qui disait tu penses que d'investir, c'est risqué? Essaye de ne pas investir. Tu verras si c'est risqué. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Cool. Donc, OK, ben regarde, donc là, je comprends dans le fond, ce que tu veux faire, c'est optimiser des systèmes, des équipes, les empowerer par l'IA pour devenir plus performants dans le monde de la tech. Oui, C'est ça que j'entends? oui. OK. Puis là, tu t'en viens ouvrir un lab à Montréal. Donc, les gens, s'ils veulent communiquer avec toi, tu vas être en ville, tu pourras rencontrer des gens. Puis, y a-tu d'autres sujets que tu aurais voulu qu'on discute ensemble, Étienne, avant qu'on se laisse? Ben, tu sais, je voulais te remercier d'abord, David, pour l'opportunité, là. Ça me fait grand plaisir de pouvoir jaser avec toi et puis que tu m'accordes ton plateau pour juste partager ma passion avec un peuple que j'aime, le Québec. Tu sais, bon, moi, je viens souvent, depuis qu'on est ici, je reviens souvent à Montréal l'hiver parce que c'est ma saison préférée de l'année, la mi-novembre, la mi-janvier et à la mi-février. Mais ce que je veux dire, mis à part ma passion et ma joie d'être à Montréal et ailleurs au Québec durant cette période-là, je pense qu'il y a un côté que j'aimerais apporter au Québec, c'est ce que j'enseigne déjà à UCLA, qui a été qui est en train de changer des vies ici. Je te parle des clients comme le US Air Force, euh, il y a le Fonds monétaire international, Nvidia, il y a plein d'entreprises à Sacramento qui ont déjà goûté à ça. C'est vraiment cette interface homme-machine pour transformer les entreprises et transformer les opérations, les processus. On les a appliqués à la création des circuits intégrés, on les a appliqués à la création de centres de données, à la gestion des, des administrations fiscales. Tu sais, tu vois l'application, c'est pour ça que c'est une solution qu'on est en train de créer, une solution de base, une fondation. C'est comme si on renforçait les fondations d'une maison, où on est en train de changer les fondations de comment est-ce que on exécute des projets technologiques en entreprise. Et ce cours-là, moi, je pense que si on peut le partager avec le Québec, ça va aider beaucoup de monde. Parce qu'on parle vraiment de l'interface de l'intelligence humaine et de l'intelligence de la machine et comment est-ce qu'on utilise ça pour optimiser les processus d'entreprise, tu vois.
Si les gens veulent entendre parler plus de toi, est-ce que ton cours est disponible en ligne? Est-ce qu'il y a du contenu? Comment ils peuvent Mais je le entendre fais. parler plus Ça, c'est une belle d'Étienne? question. Je le fais par l'intermédiaire de UCLA. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux sortir je veux l'étendre à d'autres audiences parce que UCLA, puisqu'on le fait, moi je le fais, j'ai la paternité du cours, ou le IP, je dois dire. Mais eux, ils ont la paternité du plateforme. Donc, il faut passer par eux. Donc, il faut OK. s'inscrire. Mais on n'a pas de contenu en français pour le moment. Il faut que je le fasse. OK. Et puis, bon, je pense OK. que je serais content d'avoir ton aide là-dessus parce que tu es déjà sur le marché, tu sais ce qui marche. Donc, avoir ton aide sur comment C'est donner cette vision-là en français, ça me fera plaisir. Ouais. Ouais, ouais. Écoute, discutons-en. Regarde, si je peux t'aider à avoir du succès, ça va vraiment me faire plaisir. Puis parce que il faut équiper les gens à devenir productifs, puis Exactement. arrêter de demander la permission. Tu sais, puis tu parlais du côté anglo-saxon, le côté francophone. Je pense que ça vient aussi de l'héritage catholique versus l'héritage protestant. Je suis C'est que d'accord. l'Église catholique, c'est très, très hiérarchisé avec Ouais. un chef en haut qui a un gros Ouais. chapeau. Alors que l'Église protestante, c'est comme la crypto, crypto. L'idée qu'on avait de la crypto, que c'est très désorganisé, décentralisé, puis plein Ouais. d'affaires autonomes. Ouais. Donc, ça l'emmène des styles de gouvernance qui sont super différents. Écoute, Étienne, j'ai l'impression qu'on aurait pu faire encore une autre heure et demie, mais ce que je propose, on va se voir au Québec. Prenons le Oui. temps d'aller prendre une bouffe ensemble. Il faut Ouais. absolument qu'on se voit en chair et Ouais. en os à nouveau. Ouais. Et puis, cette fois-ci, c'est moi qui invite. Et puis, saison 2, si les auditeurs en veulent plus, qui m'envoient des signaux sur les différentes plateformes. Puis, on continuera cette belle discussion-là. Ça me fera plaisir. J'aimerais, si c'est possible, si on a un saison 2 ou peut-être un 3, qu'on rentre plus dans les détails de l'architecture. Donc, peut-être qu'on explique un peu plus de manière, qu'on vulgarise un peu l'IA, c'est-à-dire en tant que outil, produit et tout ça. Et puis, potentiellement, bon, Moi, écoute, j'ai même pas le goût d'attendre pour ça. Pas là, mais si tu veux, ouais, tu prends tes slides, tu les mets dans Canva, tu me dis traduis-moi ça en français. Puis si tu veux me donner le cours d'initiation, puis ouais. on pourra faire un nouveau type de podcast, c'est le cours, tu le donnes, j'écoute, je pose des questions comme petit étudiant. En passant, j'étais très bon pour poser des questions quand j'étais à l'école. Tu le fais Puis, toujours. puis, puis, Ouais. puis ça pourra aider les gens à encore plus comprendre, puis leur donner le goût d'équiper, d'empowerer, d'amplifier leur équipe avec l'IA. Super. OK. Ben, Excellent. ça, c'est un deal. Super, merci Ouais. Étienne. À la Merci prochaine. beaucoup. Merci, David. À la prochaine. Bye. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange, l'écran brille, chaque mot dérange. Prêt à plonger dans des questions folles, les réponses jaillissent sans protocole. Les débats s'enchaînent sans fin ni pause. Quand la pensée explose, c'est grandiose. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange, l'écran brille, chaque mot dérange. Là où les cerveaux se rencontrent, les frontières des idées s'effondrent. Un univers où chacun s'explique, c'est l'énergie des années électriques. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue toujours plus loin, on explore avec nos esprits. En effet, on dévore.